516 millions d'utilisateurs vérifiés détiennent des cryptoactifs à travers le monde. C'est ce que nous dit la dernière étude Statista. Parmi cette population, des investisseurs passifs tournés vers le long terme, mais aussi des traders actifs qui vont chercher pour certains la prochaine pépite qui fera x100 ou explosera en plein vol, et pour d'autres se tourner vers des approches type day trading, swing trading. C'est à cette population qu'on va s'intéresser. On va parler de ce nouveau secteur qui a surtout émergé et explosé à partir de l'année 2017, qui a ses habitudes, ses acteurs, problématiques et spécificités. C'est de comprendre son fonctionnement et ses évolutions probables, les opportunités que cela pourrait représenter pour les traders actifs. On va parler qualité d'exécution, market making, manipulation de prix, avec un vétéran chevronné qui vient de la finance traditionnelle, que vous connaissez sans doute pour avoir marqué le monde du trading avec l'excellente équipe française d'FXCM jusqu'aux années 2020. On trouve Ilyes Larbi, ancien directeur France puis Europe chez FXCM, désormais cofondateur de Winex. Illustré l'intro, je vous ai représenté la paire Ethereum face au dollar américain en graphique hebdomadaire. Nous sommes dans une phase ascendante et les précédents plus hauts historiques semblent à portée de main. Nous sommes sur la plateforme ProRealTimeWeb. Vous avez accès à nombre de paires crypto face à différentes devises de base gratuitement avec les flux de données en temps réel. Découvrez l'outil, vous avez le lien en description. Bien, merci vraiment de m'accueillir. Écoute, on a beaucoup bossé ensemble il y a quelques années via FXCM et ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Et beaucoup, je sais que de ton audience étaient clients chez FXCM il y a quelques temps. Et c'est vrai que c'était un bureau qui avait marqué les esprits, comme tu as si bien dit. On avait fait des très très beaux événements, notamment au Palais de Brongniart. On fait effectivement plusieurs milliers de personnes, énormément de partenaires. Enfin, c'était la belle époque, entre guillemets. La boîte a évolué, nous aussi. Et effectivement, on a lancé du coup Winex. Alors écoute, Winex, c'est simple en fait, elle est née d'une idée qui en fait nous a été dictée un peu par l'audience et les traders eux-mêmes. Nous, on est resté en contact via, bien entendu, tous les réseaux qu'on a établis au cours des années chez FXM avec beaucoup de communautés de traders. Alors moi, je définis vraiment les traders comme étant des traders actifs, hein. Donc c'est pas, pour moi, enfin, il y a une grande différence entre investisseurs et traders. Traders actifs, des personnes qui passent plusieurs trades par jour. Et donc, du coup, nous, l'idée qu'on avait eue, c'était de demander à cette audience, auquel on a accès via différents partenaires, notamment Interactive Trading, euh, c'était de dire, bah, écoutez, nous, on veut savoir, est-ce que vous traitez aujourd'hui le marché des cryptos? Nous, ça fait plusieurs années que vous traitez le marché de la finance traditionnelle via le Forex, comme ce que tu as si bien évoqué, les CFD. Et notre idée, c'était vraiment de dire, bah, on aimerait bien savoir si l'audience a déjà participé au marché des cryptos et traite sur le marché des cryptos. Et effectivement, la majorité n'avait pas encore fait le pas vers ce marché des cryptos. Et donc, notre première question, c'était pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui, en gros, vous empêche de faire, on va dire, ce saut vers le marché des cryptos? Et les réponses, en fait, nous ont amené à définir un besoin. Et ce besoin, c'est ce qui, en fait, fait de l'essence de Winex. Winex va, en gros, répondre à ce besoin. Alors, ce besoin qui a été défini par cette audience est enfin, il y a plusieurs angles. Il y a le premier, il y a l'angle de la régulation. Les traders actifs sont des traders qui ont l'habitude de trader auprès d'entités qui sont régulées. Ils ont besoin de sécurité au niveau de leurs fonds. Ils ont besoin de pouvoir avoir un régulateur auprès duquel ils peuvent se retourner s'ils ont des interrogations ou potentiellement des conflits avec l'institution auquel ils traitent. Ça, c'était le premier angle très important. Pour eux, ça n'existe pas encore sur le marché de la crypto. Il y avait un deuxième angle qui était l'angle du service client. Alors Fabien, je pense que tu t'en rappelles, on avait quand même un service client qui était assez euh, performant au sein de FXL. C'était un peu on va dire le plus qui nous avait fait nous démarquer au départ. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, le service client actuel qu'on trouve sur le crypto, il est soit inexistant, soit il est complètement automatisé via des chatbots ou des FAQ, etc. Et cetera. Et donc, il y a un peu cette touche humaine qui disparaît, cette touche humaine que nous, on veut rapporter en fait dans le monde de la crypto. Parce qu'effectivement, quand on parle de traders actifs, on parle de traders qui ont des portefeuilles assez conséquents, et ce sont des traders qui ont besoin de pouvoir parler aux gens au téléphone. Donc de pouvoir appeler leur conseiller, voilà, je vous ai fait un virement, ou alors voilà, j'ai placé un trade, qu'est-ce qui s'est passé sur ce trade, ou alors les marchés des devises, qu'est-ce qui se passe, quel est votre avis, etc. Donc une vraie relation humaine que on avait réussi d'ailleurs à construire à l'époque de FXCM via nos grosses conférences, mais aussi en ayant cette politique de porte ouverte au bureau, où je ne sais pas si tu te rappelles, tous les clients pouvaient venir, même sans aucun rendez-vous, venir s'asseoir à côté de nous et poser leurs questions, etc. Et c'est un peu cet esprit-là qu'on veut ramener au monde de la crypto en France. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, on a ces deux aspects-là. On a un troisième aspect qui est la transparence au niveau du système de trading qu'utilisent
euh, les exchanges actuels. Alors, je vais pas rentrer trop dans le technique, mais en gros, effectivement, il y a quand même un gros sujet de transparence sur la qualité d'exécution des ordres au niveau des exchanges actuellement. On est sur un système qui est complètement différent de ce qui se faisait sur le marché du FX ou des CFD. On est sur un système, ce qu'ils appellent un CLOB, Center Limit Order Book. Et malheureusement, il y a quand même des soucis de conflit d'intérêts et des soucis de transparence dans la manière dont fonctionne, dont fonctionne les exchanges actuels. Tout simplement, c'est que, en gros, pour faire simple, un market maker ou un fonds d'investissement ou un fonds d'arbitrage qui ont des moyens absolument énormes peuvent aussi bien être, entre guillemets, tradés comme le fait un particulier sur un exchange, mais peuvent aussi être ce qu'on appelle maker, donc fournisseurs de liquidités. Donc, ils peuvent être en fait des deux côtés de la transaction. En plus de ça, avec un accès à l'order book de manière complètement transparente, ils ont aussi accès à, bien entendu, tous les ordres stop et les ordres qui sont en attente des particuliers. Donc en fait, on se retrouve, le particulier, lorsqu'il trade chez ces gros exchanges, il se retrouve généralement d'une sorte voilà, de pool de traders où il est face et en concurrence avec des clients institutionnels, donc des market makers, qui ont énormément de moyens et en tout cas des moyens beaucoup plus sophistiqués. Et donc, il y a une sorte voilà, de concurrence un peu injuste. Donc, nous, le modèle qu'on ramène aussi dans notre plateforme de trading, c'est vraiment un modèle qu'on appelle un modèle de gré à gré, qui va permettre en fait de ségréguer ces institutionnels de ces particuliers. Les institutionnels ne pourront pas être makers, ils ne pourront être que takers. Excusez-moi, ils ne pourront pas être takers, ils pourront être que makers. Et le particulier, lui, pourra trader sur leur prix. On va aussi ségréguer complètement la partie serveur des ordres, c'est-à-dire que les ordres ne sont absolument pas, les ordres en attente ne seront absolument pas accessibles par les market makers. Et donc, en réalité, les ordres des clients qui seront en attente sur nos serveurs, aucune visibilité de la part des market makers. Et le jour où bah, le prix atteint cet ordre qui est en attente, il est envoyé en tant qu'ordre au marché auprès de ces market makers. Donc, il n'y a pas de possibilité de manipulation de prix, de spoofing, etc. Donc en fait, pour résumer, sans rentrer trop dans le technique, l'aspect régulation est absolument important pour cette audience. L'aspect service client et ensuite il y a effectivement l'aspect entre guillemets transparence d'un point de vue trading. Donc en fait, ils ont défini cette problématique-là. On pense avoir la solution pour la résoudre et c'est ce qui fait Winex. Donc Winex, c'est une plateforme qui va être une plateforme spot crypto pour commencer, qui va répondre à ces trois besoins-là. Maintenant, on est bien entendu allé au-delà en attendant. On est en train de développer, d'ailleurs, qui est quasiment fait, un système de cross-margin. Donc, en fait, c'est une marge unifiée qui va permettre, en réalité, maintenant, on va aller au-delà, de faire le pont entre la finance traditionnelle et le monde de la crypto, en permettant aux détenteurs de crypto-monnaies qui traitent sur notre plateforme d'utiliser leur crypto, donc la valeur qu'ils ont dans leur portefeuille, comme marge pour aussi placer des transactions sur les CFD. Donc quelqu'un qui a de l'Ethereum pourra placer un ordre sur l'euro-dollar, sur le pétrole, sur les différents CFD que l'on pourra proposer. Alors, une petite note ici, c'est qu'en France, on a postulé pour bien entendu on a soumis l'application pour avoir la PSAN renforcée. Elle nous autorise absolument pas à faire des CFD, uniquement de la crypto pour l'instant. Et donc, là, cette partie CFD, elle ne sera disponible qu'une fois qu'on aura les régulations adéquates pour pouvoir proposer ça. Mais c'est une vraie innovation technologique. Il peut y avoir, il sera possible que dans d'autres juridictions à l'international, parce qu'on a aussi des ambitions internationales, que ce soit disponible assez rapidement, là où les régulations nous l'autoriseront. Voilà. Euh, et puis je réponds à ta question, Fabien, avant que tu enchaînes, qui est le sujet du titre. Je pense que le titre est pas mal, honnêtement. Il y a un vrai parallèle en réalité en tout cas en termes de régulation, il y a un vrai parallèle à faire entre le Forex à l'époque où c'était un peu dérégulé et on commençait à voir l'arrivée de la régulation qui est imposée par les différentes autorités. Et aujourd'hui, ce qui est le cas pour la crypto, on a bien vu que le marché de la crypto était un marché les dernières années en pleine explosion, mais complètement dérégulé. Aucune règle et on voit que la régulation est en train de s'installer, alors aussi bien aux États-Unis, au Canada, en Australie, que
en France et dans les différents pays européens, mais aussi à l'échelle européenne, où on s'attend à, bien entendu, la nouvelle régulation MiCA là, en 2024. Et donc, il y a un vrai parallèle dans le sens où ben, opérer en tant que constitution qui ne respecte entre guillemets aucune règle, bah, c'est assez simple, on va dire, de pouvoir faire exploser les chiffres, d'onboarder des millions de clients, etc. La réalité de ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé sur le marché du Forex et des CFD, et c'est ce qui est en train de se passer sur le marché des CFD, c'est que à l'époque, avant que le marché soit régulé, au niveau du Forex et des CFD, ou en tout cas très peu régulé. Il y avait des centaines de milliers de brokers. Tout le monde arrivait à récupérer des clients. Nom, prénom, email, boum, vous vous retrouvez en train de trader. Et donc, du coup, le coût d'acquisition client était très faible. Donc, il y avait de la place pour tout le monde. Dès que les régulations sont arrivées, et ce sont devenues de plus en plus sévères, notamment au niveau européen, eh ben, il y a eu une sorte voilà, énormément de courtiers qui ont, entre guillemets, soit disparu, soit se sont complètement recroquevillés en offshore, qui ont vu leur marge de profit être divisée par 10. D'ailleurs, le coût d'acquisition pour le client, hein, Fabien, à titre d'information, à l'époque, avant qu'il y ait eu cette régulation hyper stricte en Europe, on était au coût d'acquisition client aux alentours des 200 euros par client. Maintenant, on est plus aux alentours des 1500 hein, sur le marché du FX et des CFD. Donc, du coup, on voit quand même qu'il y a quand même une réelle différence. Ça ne veut pas dire que ces institutions ne sont pas profitables, mais en tout cas, les marges de profit sont beaucoup plus faibles et il n'y a de la place que pour ceux qui vraiment suivent la régulation, ils prennent ce chemin-là, en tout cas pour les clients européens. Et là, on est dans cette phase crypto. Donc, on voit toutes ces institutions, les Coinbase, Binance, etc., qui essayent de se jeter sur des différentes régulations là où ils peuvent. Donc, on a vu, je crois qu'il y a 2 jours, je sais plus, je crois que c'était Coinbase qui a eu sa VASP en Espagne. Coinbase est aussi en France maintenant. Binance, même chose, etc. Ils sont tous régulés. Euh, et donc, du coup, maintenant, l'idée, c'est de, voilà, c'est de prendre ce tournant, voir quels sont les exchanges qui vont survivre à ce tournant, quels choix ils vont faire, parce qu'ils vont faire le choix de la régulation ou alors plutôt le choix de se dire non, non, bah, écoute, moi, finalement, je vais opérer que en offshore. Ça m'intéresse pas d'être régulé, c'est aussi un choix, hein. Et de voir un peu comment les choses vont évoluer. Et c'est dans ce tournant-là que Winex essaye voilà, d'exister et d'évoluer et de faire sa place, tout simplement. Merci. À propos du Forex et du marché d'échange, on avait atteint un niveau de transparence et de communication à propos de l'exécution, surtout chez FXCM, qui était, je pense, très intéressante pour les particuliers. Alors, c'était une époque où il n'y avait pas de limite en termes d'effet de levier. Aujourd'hui, finalement, le Forex, c'est un marché un peu secondaire. Il n'y a plus grand monde qui le traite. Je pense que les volumes, en tout cas au niveau des particuliers, bien sûr, au niveau des institutionnels, ça ne change pas. C'est un marché central. Ouais. Mais au niveau des particuliers, je pense en France et en Europe, l'intérêt est bien moindre. Pourtant, ça reste un marché qui est stable, un marché où il y a des bonnes conditions de liquidité. Mais juste, à ton avis, qu'est-ce qui a fait ce désamour à propos du marché d'échange de la part des particuliers? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est un peu la réputation du marché du Forex. Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, justement, où il n'y avait pas encore trop de régulation, il y en avait quand même. On avait des boîtes à Chypre et dans énormément de juridictions qui arnaquaient les clients, etc. Du coup, l'AMF a eu tout à fait raison de devoir faire énormément de communiqués pour avertir les clients contre le marché du Forex, etc. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, il y a aussi des conditions de marché. Et en réalité, le particulier, il cherche quand même des actifs sur lesquels il peut trader, en tout cas le day trader, qui ont assez de mouvement dans la journée, donc une volatilité assez importante. Euh, on a bien vu quand même qu'il y a eu deux événements qui ont fait que le marché du Forex est devenu un peu moins intéressant pour le particulier. La première, on est passé d'effets de levier absolument illimités à des effets de levier restreints en Europe, qui changent quand même la donne. Ça, c'est la première chose. Euh, et puis la deuxième chose, c'est que le marché du Forex en général, sur les 5 dernières années, c'était quand même pas la folie au niveau de la volatilité. Les taux d'intérêt étaient super bas, ce qui fait que les mouvements étaient quand même assez stables. On a vu l'euro-dollar en range depuis je ne sais combien d'années. Il n'y a rien eu d'absolument excitant. Et donc, ça a fait que bah, les particuliers sont allés chercher d'autres choses. Alors en même temps, il y a eu la crypto qui est arrivée, qui elle a une volatilité absolument hallucinante et d'ailleurs, il faudra vraiment d'ailleurs faire attention. Donc, il n'y a pas d'effet de levier sur la partie spot.
Mais effectivement, de toute façon, les day traders, généralement, enfin, vous avez deux types de traders sur les cryptos. Vous avez celui qui cherche à faire son fois 1000 ou fois 10 000 sur des coins pépites, entre guillemets. Ça, pour moi, c'est vraiment plus du coup de bol qu'autre chose. Euh, et ensuite, vous avez des traders un peu plus sérieux, un peu plus sophistiqués qui vont aller chercher des top 20, top 40 cryptos qui ont le plus de liquidité, qui sont beaucoup plus stables d'un point de vue exécution des ordres. Parce que qui dit liquidité faible dit moi, j'ai vu énormément de personnes qui ont fait des fois 100 sur des, entre guillemets, des coins absolument inconnus, mais ils ont fois 100 dans leur portefeuille, mais en réalité, ils ne peuvent même pas sortir de leur position parce qu'il n'y a pas de liquidité en face pour pouvoir vendre le token. Donc, c'est du fois 1000 ou fois 10 000, mais sans pouvoir encaisser les gains. Et puis, le jour où il peut encaisser les gains, c'est que quand le truc, il a chuté et il s'est retrouvé soit en négatif, soit à très peu de profit. Euh, donc voilà, nous, vraiment, on va se focaliser sur les coins. Enfin, nous, on a besoin d'avoir une qualité d'exécution, slippage minimum, qualité d'exécution en quelques millisecondes, voire microsecondes. Donc, pour pouvoir honorer notre promesse auprès de nos investisseurs, il faut qu'on se focalise au début sur les coins les plus liquides pour pouvoir avoir cette qualité d'exécution. Donc voilà, juste pour résumer la partie Forex, ce désamour, c'est vraiment pour moi, il y a une réputationnelle liée aux escroqueries qui avaient eu lieu. Et ensuite, il y a diminution des effets de levier et un marché pas super excitant sur les dernières années. Ensuite, donc surtout depuis, on va dire, 2017, on a eu cette effervescence autour du marché des cryptos. Certains l'ont suivi de près, certains ont complètement pris le virage, d'autres beaucoup moins. Comment tu qualifierais en fait ce nouveau marché? Alors, tu en as déjà pas mal parlé, mais déjà c'est un marché très innovant. Alors, qui dit innovation dit deux choses, ça dit opportunité et risque. Ça dit aussi souvent manque de liquidité et volatilité, ça va ensemble de toute façon. On ne sait pas encore pricer ses actifs. Ça dit aussi souvent bah, projet innovant et de qualité et aussi beaucoup de projets bullshit qui ne valent rien. Beaucoup d'escroqueries et vu que c'est un marché immature, bah, on ne sait, voilà, il y a beaucoup de possibilités aussi de ce côté-là. Bah, du coup, j'imagine que c'est une évolution que tu as suivie de près. Si à la fin, vous avez choisi de monter Winex, donc de prendre plusieurs années de votre carrière pour monter ce projet, il y a quelque chose qui vous y a particulièrement attiré. Donc voilà, toi, à titre personnel, comment tu as observé, vécu ce virage crypto? Comment tu qualifierais la population qui est sur ces marchés? En tout cas, au niveau des particuliers, puis des institutionnels. Est-ce que ça se structure petit à petit comme les marchés plus traditionnels que tu connais mieux, notamment le Forex? Voilà. Écoute, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que oui, c'est un marché avec énormément d'innovation. Je pense que les premières années du marché et les derniers bull runs, euh, enfin, on fait de ce marché un marché tellement énorme qu'il est incontournable. Nous, de notre côté, je me rappelle, hein, de notre la TradeFi, on regardait du coin de l'œil en disant, bon, encore une histoire de mode, un peu comme les options binaires à une époque. Une histoire de mode, 1, 2 ans, on n'en entendra plus parler. Au début, c'était ça réellement. Mais ensuite, avec les différents bull runs et vu la quantité de capital et montants absolument hallucinants qui sont au sein de la crypto, c'est devenu maintenant incontournable. Maintenant, la réalité, c'est que, alors, bon, très bien hein, pour ceux qui ont réussi à surfer les différents bull runs, mais la réalité, c'est que 99% des projets, en réalité, ne tenaient pas debout et que les gens surfaient ce bull run. C'est-à-dire que si vous analysez réellement en détail tous les projets, on peut prendre un secteur, hein, je sais pas, moi, les plateformes de trading ou autres, au sein de la crypto qui ont été lancées pendant les bull runs, énormément ont effectivement fait de l'argent pendant le bull run, mais l'argent était un peu gratuit à cette époque-là. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait des projets qui ont ni queue ni tête, et on en voit de temps en temps encore aujourd'hui, qui arrivent à vous lever des 20, 30, 40 millions, mais il n'y a rien. L'équipe, c'est des jeunes étudiants qui viennent de sortir, qui n'ont pas forcément bah, à l'image de SBF, hein, FTX, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément d'expérience. C'est des petits jeunes, ils arrivent, puis ils se retrouvent avec. Bah, j'ai parié moi sur la blockchain et j'ai lancé une plateforme de trading qui, en réalité, si on regarde la technologie d'exécution derrière FTX, c'était bidon, hein, mais nous, quand on regarde, quand on analyse la technologie qui était derrière par rapport à ce qui se fait sur le marché de la finance traditionnelle, quand on regarde le matching engine d'Euronext, de ce qu'on avait fait sur Fast Match avant, etc. Et on regarde ce que je faisais, c'était nul. Mais il a surfé au bon moment, le bon produit, sur la bonne vague.
Mais par contre, à la tête de toutes ces sociétés, on a des petits jeunes la réalité, c'est qu'ils n'ont pas forcément les épaules pour pouvoir gérer ce genre de société. Puis on se retrouve avec des scénarios un peu à la FTX. Après, il y a énormément aussi de projets sérieux, hein, il ne faut pas non plus tout bannir. Mais je pense que ce qu'il y a eu de bon, la meilleure chose qui a pu arriver au marché des cryptos, c'est le bear market. Le bear market a permis un peu de trier en disant, bah, on va voir quels sont les business qui sont juste là en train de surfer une vague, mais en réalité qui ne sont pas des business qui tiennent la route et qui n'arrivent pas à générer de revenus, mais ils génèrent du revenu actuellement juste parce qu'ils surfent sur la vague du bull run. Et quels sont les vrais business qui ont été bien étudiés, bien ficelés et qui, même pendant un bear market, arrivent à tenir la route, à générer des profits, au moins à être break-even et avoir des vraies stratégies avec des vraies compétences et des vrais leaders, entre guillemets. Et donc, ce bear market est venu, il a un peu balayé et un peu fait le tri. Euh, et on se retrouve pendant le bear market si tu regardes tous les projets qui ont réussi à lever des fonds, en tout cas la plupart qui ont réussi à lever des fonds pendant le bear market, eh ben, ce sont des projets plutôt sérieux. Alors, ils n'arrivent pas à lever des fonds de 30, 40, 50, 60 millions via des ICO ou des ICO ou des préventes de tokens, parce qu'on n'est pas en bull run, mais ils arrivent à lever des fonds. Et si on regarde bien les équipes qui sont derrière, alors pas que sur des plateformes de trading, mais sur d'autres projets, hein, il y a aussi des projets NFT, Metaverse, etc. Et ben là, on a des vraies compétences. Et en fait, ce bear market a permis un peu de trier la chose. Euh, et donc, moi, je suis plutôt heureux de ce qui de ce qui est arrivé par rapport à ces conditions de marché qui ont permis un peu de faire le tri, où on n'a plus un peu voilà, ces espèces ces équipes toutes jeunes, aucune expérience et qui vous promettent monts et merveilles et au final, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, on a eu ce trip. Et puis, la deuxième chose qu'il faut vraiment voir, c'est que maintenant que le marché commence à rentrer dans un cadre de régulation et que les régulations sont de plus en plus, on va dire, abouties et claires pour le marché de la crypto, et ben, on commence à voir des acteurs majeurs de la finance traditionnelle qui commencent à venir sur le marché de la crypto. OK? Donc, alors, si on peut prendre les exemples des brokers, hein. Nous, on connaît très bien, toi et moi, Fabien, les brokers FX et CFD. Donc, je peux t'en citer quelques-uns, mais on a du Pepperstone, on a même FXM, on parlait d'FXM. On a des projets au sein de brokers de la finance traditionnelle qui, maintenant, sont en train de travailler en coulisses à lancer leurs propres exchanges. Mais ils vont ramener sur ce marché-là une transparence, à mon avis, et une technologie qui est bien plus aboutie que ce qui se fait actuellement. Et je pense que, alors au-delà bien entendu des mastodontes comme Binance, mais je pense qu'il y a énormément d'exchanges crypto, entre guillemets, natifs, qui ont quand même du souci à se faire par rapport à l'entrée de ces acteurs de la finance traditionnelle, qui ont des technologies beaucoup plus abouties, des méthodes de management beaucoup plus robustes et qui ont surtout une habitude et une expérience à naviguer dans des environnements régulatoires complexes que eux n'ont pas. Et on le voit, hein, Binance fait des erreurs absolument hallucinantes, presque nous, d'un point de vue qui avons maintenant 15-20 années d'expérience à opérer dans les marchés, des erreurs d'un point de vue régulation qui sont juste hallucinantes. On peut pas, ils ont onboardé pendant des années avec une adresse email et ils ont accepté des fonds, mais pour nous, c'est juste hallucinant. Enfin, et les procédures AML, elles sont où, anti-blanchiment d'argent? Comment est-ce que vous faites attention à ce que vos clients ne vous envoient pas des fonds qui sont issus d'une mafia ou du terrorisme ou autre? Enfin, pour nous, il y a des erreurs qui ont été faites et qui, à mon avis, alors on le voit pour Binance, mais on va le voir, à mon avis, sur les prochaines années pour d'autres exchanges, on n'a pas fini de voir les amendes, potentiellement aussi des sorties forcées de crypto exchange par des régulateurs pour entre guillemets, les punir, mais de leurs actes passés sur la manière dont ils ont géré les fonds et l'acceptation des clients sans aucune déontologie et sans faire attention au process de base, quoi. Donc voilà un petit peu pour ma vision des choses sur cette partie-là. À ton avis, pourquoi, du côté des exchanges, alors tu utilises le terme crypto natif, ils ont pris ce chemin? Alors, d'une part, j'imagine que c'est une question d'urgence aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu es dans un secteur qui est chaud, il y a plein d'argent qui arrive, donc de toute façon, bah, déjà la première chose, c'est de se positionner et de faire face à la concurrence. Et si tout le monde va très vite, bah, tu vas très vite et tu fais peut-être des erreurs. Mais pourquoi il n'y a pas eu un certain parallèle entre ce qui se faisait dans la finance plus traditionnelle au niveau du trading? Finalement,
Je Voilà. pense que c'est une combinaison de deux choses. Alors ça, c'est une très bonne question, mais pourquoi est-ce que eux, alors déjà quand vous voit, quand on voit qu'à la tête de certains projets, à la base, vous avez des étudiants qui sortent à peine de leurs études et qui sont en train de gérer des sociétés, à mon avis, ça ne leur vient même pas à l'esprit. Et surtout qu'au début, l'environnement, enfin l'industrie de la crypto blockchain, c'était un peu comment est-ce qu'on peut se détacher et s'éloigner de la finance traditionnelle. Et comment est-ce qu'on peut s'indépendantiser du système bancaire? Comment est-ce qu'on peut transférer de la valeur d'une personne à une autre sans passer et être monitoré et être scruté par les banques et les banques centrales, etc., etc. C'était un peu un produit rebelle, quoi. C'était un peu le produit rebelle de. Après, il y a une réalité. Moi, je l'ai toujours dit, et je le disais depuis le début, c'est qu'ils vont se faire attraper par la réalité. Et ils seront jamais plus forts qu'un gouvernement. Et toutes ces histoires de 100% décentralisation, moi, j'y crois absolument pas. Parce que la réalité est la suivante, c'est que demain, et on le voit hein, avec le PDG, enfin l'ex-PDG de Binance, c'est que malgré la taille de Binance, la régulation finit par vous rattraper. Et si ce n'est pas à un niveau institutionnel, ce sera à un niveau personnel pour les choix que vous avez fait, vous, en tant que PDG. Donc, il y a une réalité, et la réalité, c'est que personne ne peut échapper aux régulations, et qu'à un moment ou à un autre, il faut s'y conformer. Et il y aura deux types d'acteurs. Il y a les acteurs qui ne s'y sont pas conformés au début, mais qui tentent de s'y conformer maintenant. Ces acteurs-là vont voir leurs activités, bien entendu, ralentir. C'est normal parce qu'ils sont en train de se conformer à la régulation. Mais ils vont avoir énormément d'obstacles à l'avenir, potentiellement des contrôles et des audits sur leurs activités passées. C'est ce qui est arrivé à Binance, ce qui va arriver à beaucoup d'autres acteurs. Et ils vont devoir rendre des comptes. Et ces comptes-là, et je suis bien placé pour le savoir parce que FXM avait eu des soucis à un moment pas trop loin de ça, euh, ces comptes-là, ils peuvent pas y échapper. Et quand on rend des comptes, ça peut être sous forme d'amende, soit ça peut être vraiment sous forme de, bah, on vous bannit d'une certaine régulation. L'autorité des marchés financiers peut un jour dire, bah, vous, en tant qu'exchange, on ne veut plus que vous mettiez les pieds en France. On a détecté que il y a 5 ans, vous avez eu des sous qui provenaient, je ne sais pas moi, d'une organisation terroriste. Donc ça, et on sait que Binance est sous investigation, hein, par exemple, en ce moment en France. J'ai évoqué Binance parce que c'est le nom, mais moi j'espère bien entendu qu'il soit là, qu'il dure. Ils ont fait tellement pour le monde de la crypto, etc. Mais après, il y a une réalité, et c'est cette réalité-là enfin, de laquelle il faut se rendre compte. Donc je disais, il va y avoir ces acteurs qui n'étaient pas conformes et qui tentent de se conformer. Puis après, il y a des nouveaux acteurs, nous. Et alors, nous, on est tout petits, on n'est rien, mais on essaye de faire notre place. Et des acteurs de la finance traditionnelle qui n'avaient pas touché, eux, au marché des cryptos quand c'était un marché un peu, entre guillemets, dérégulé, potentiellement sale, très dangereux, etc. Mais qui maintenant, qui commence à avoir des régulations claires, rentrent, prennent on va dire le train et rentrent dans le wagon, voilà, dans le wagon crypto. Et donc, du coup, moi, je pense que ces acteurs-là vont être le futur un peu de la partie trading sur le crypto et que ceux qui étaient natifs à la base vont, s'ils ne s'adaptent pas de manière vraiment, entre guillemets, rapide et stricte, risquent de se retrouver, au meilleur des cas, en tout cas, une activité très rétrécie et beaucoup plus réduite, tout simplement. Merci. Je te propose de prendre quelques minutes pour parler vraiment de Winex. Si tu peux nous décrire la genèse du projet, où vous en êtes, quelles sont les équipes, qu'est-ce qui est, voilà, dans quelle phase on est exactement aujourd'hui et qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Ok, super. Écoute, à l'heure actuelle, donc en fait, en avril dernier, on a fait un partenariat avec Interactive Trading, un très bon ami à moi, Rodolphe Stéphan, qui est d'ailleurs actionnaire du projet. On a fait une première levée en pré-vente de notre token. Donc, on a bien entendu un token qui est, on va dire, qui est associé au projet et qui va permettre aux détenteurs d'accéder à pas mal de privilèges sur la plateforme de trading. Donc, on a fait une pré-vente de ce token auprès de sa communauté. La réalité, c'est que le produit et tout le développement de la plateforme est fait conjointement avec sa communauté. Donc, on suit, en fait, on répond à un réel besoin concret qui est sur le marché. C'est pas une idée ou une intuition. Euh, et donc, on a fait une première levée qui s'est très bien passée en un mois et demi, en plein bear market où c'était quasiment impossible. On contactait des agences marketing pour essayer de comprendre un peu la méthode dont fonctionnaient les ventes d'ICO, etc. Et cetera. Et puis, ils nous disaient, mais ça sert à rien de dépenser vos sous. Il n'y a personne qui lève en ce moment. Ça ne fonctionnera pas, etc. Donc, nous, en ayant fait ce partenariat et en ayant surtout
donner cette voix à cette communauté, aux particuliers, à des vrais traders pour pouvoir définir ce projet-là, et ben, on a réussi effectivement en plein milieu de ce bear market-là à lever 2 millions à peu près en un mois. Depuis qu'on a levé ces fonds, on a structuré la société, on a obtenu une licence VASP en Pologne. On a bien entendu, on est en cours d'obtention, enfin on espère, bien entendu, il n'y a rien qui est garanti, mais en tout cas notre dossier est auprès de l'AMF pour l'obtenir en France. On a obtenu une licence aussi au El Salvador pour la partie internationale du business. On est en cours d'obtention d'une autre licence aussi en Australie. Donc, on a vraiment une ambition internationale. Derrière, on a fait des partenariats sur la partie technologique. Alors, tous nos partenaires sont issus de la finance traditionnelle. Vraiment, nous, un peu notre ligne, c'est de dire on ramène le meilleur de la finance traditionnelle au monde de la crypto. Et c'est ce qu'on fait réellement, d'un point de vue technologique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue régulation. On reprend le modèle, même au niveau du trading, hein, de la partie trading, gestion de risque, etc. C'est on ramène tout ce qu'on sait qui se fait de mieux dans la finance traditionnelle au monde de la crypto. Donc on a fait plusieurs partenaires. Le premier partenariat qu'on a fait, c'est pour la plateforme de trading en tant que telle, là où le client pourra trader. On a fait un partenariat avec NetDania, je pense que tu dois connaître de nom. NetDania qui sont en train de nous développer et d'adapter toute leur plateforme de trading web téléchargeable sur desktop, Apple et enfin sur mobile, Android et iOS. Donc le réadapter à nos besoins à nous. Sur la partie matching engine et exécution des ordres, etc., et le back-office, on a fait un partenariat avec Shift Market, qui est une société basée à New York, plus de 15 ans d'expérience, très connus. Ce sont d'ailleurs aussi des anciens de la finance traditionnelle. Et on a fait aussi un partenariat sur la partie liquidité avec un ECN, un tout nouveau concept pour le monde de la crypto, mais qui n'est pas du tout un nouveau concept sur le monde de la finance traditionnelle, avec Crossover Markets, qui sont eux aussi basés à New York, qui sont, et eux, en gros, le matching engine qu'ils ont réussi à développer, c'est le même, qui part sur le même modèle que la plateforme qui avait fait peur, qui s'était fait vendre pour plusieurs centaines de millions, qui s'appelait Fast Match sur le Forex. Et c'est aussi le même matching engine qui est utilisé auprès de Euronext. Donc vraiment, voilà, on a pris ces trois pièces du puzzle et là, on est en train de les intégrer d'un point de vue technologique pour pouvoir ensuite en sortir le produit Minex de la manière voilà, la plus efficace possible. On a aussi développé, bien entendu, peaufiné toute notre tokenomics, modélisé et automatisé toute la partie économie du token et de l'interaction avec la plateforme de trading. Donc ça aussi, c'était quand même un gros morceau. Et puis récemment, il y a 2 semaines, on a fait une deuxième vente de notre token, encore une fois auprès de notre communauté. Donc on estime que c'est une vente privée parce qu'on n'a fait aucune publicité en réalité en ligne. Et là, on a montré en avant-première enfin, très peu la plateforme, mais aussi le progrès surtout de la société. Et on a eu voilà, 48 heures sold out. 48 heures, on a levé 1,4 million. On a dû réallouer plus de tokens tellement il y avait de demandes par la communauté pour acheter. Et donc, on a levé allez, en 5 jours 2,2 millions. Donc, ça nous fait maintenant un total de quasiment enfin, d'un peu plus de 4 millions de levées. Et puis, la prochaine étape, c'est la dernière étape de vente du token qui va se faire aux alentours de mai ou peut-être juin, on ne sait pas encore, et voilà, qu'on est en train de planifier. Alors, quelque chose qui pourrait t'intéresser, Fabien, normalement, le 5 avril, on organise une grosse conférence au Salon Hoche, un peu à l'image de ce qu'on faisait au Palais Brongniart. Donc ça pourrait être très intéressant pour ceux qui veulent y participer. On va parler crypto, il y aura interactive trading, on va parler marché. C'est vraiment, voilà, on refait ce qu'on faisait avant. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Dès que j'ai les détails, je te les confirmerai et ce serait super de t'avoir et puis de tous ceux qui te suivent s'ils veulent bien entendu y participer. Excellent. Aujourd'hui, chez Winex, c'est combien de personnes actives dans l'équipe? De personnes actives, alors 7, 8, 9, 10, allez, on doit être une quinzaine en tout. Et principalement en France ou répartis à travers le monde? Non, alors, il y a beaucoup de remote pour l'instant, répartis à travers le monde, mais on est en train de, alors, bien entendu, on attend l'approbation de la PSAN pour pouvoir ouvrir nos bureaux en France et commencer à recruter enfin, ce qu'il faut. Enfin, on le fera un peu en amont, mais on attend juste voilà, d'avoir les premiers retours. Enfin, et bien entendu, on aura des bureaux un peu délocalisés aussi pour faire un peu l'optimisation de coûts, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais voilà, écoute, on est une bonne quinzaine. Très bien. Donc, la force de l'offre, ce sera
la qualité d'exécution, la transparence et la bonne compréhension de la part des clients, des traders, bah, de ce qui se passe, puisque d'après ce que tu décris, c'est un monde quand même chez les exchanges plus traditionnels qui est relativement opaque de ce côté-là, alors qu'il y a des choses importantes à comprendre pour, en tant que trader, Ah. être exécuté au mieux. Euh, il y aura un accompagnement et un traitement client qui sera au plus proche des besoins de ce dernier. Il aura la possibilité d'avoir facilement quelqu'un au téléphone, ce qui différencie vachement de ce qu'on peut avoir sur les exchanges crypto traditionnels. Passer au bureau sans rendez-vous, on va reprendre vraiment la politique qu'on avait mis en place avant, une politique de porte ouverte, proximité, aller en déjeuner avec nos clients, quelle que soit la taille du client, etc. C'est vraiment voilà, notre objectif, c'est de réinstaurer ce contact humain qui est complètement perdu, je pense. Ok. Au niveau des dépôts, est-ce que ça se fera en fiat et en crypto, uniquement en crypto? Comment ça... Non, alors ce sera uniquement en crypto, mais c'est pour ceux qui veulent rentrer dans le monde de la crypto-monnaie et accéder à faire ce premier achat avec des euros, ils pourront le faire. Donc, ils viendront sur notre plateforme et puis ils pourront acheter, par exemple, voilà, 500 euros de USDT et puis ils seront crédités lors de leur USDT directement sur la plateforme. Parce que ce qu'il faut bien noter, c'est que la licence PSAN n'autorise pas les acteurs à détenir des fiat pour le compte de tiers. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire un trade. Donc là, vous avez 500 euros, vous voulez trader sur les cryptos, pas de problème. Vous nous envoyez vos 500 euros, on vous crédite de l'équivalent en USDT. Et avec vos USDT, c'est une crypto, bah là, vous pouvez faire ce que vous voulez, trader, etc. Ok. Est-ce qu'il y aura un volet analyse, accompagnement? À l'époque d'FXM, eh bien, il y avait eu la création de DailyFX qui a créé une grosse communauté, un forum, qui depuis a été racheté donc, par IG, autre gros broker de la finance plutôt traditionnelle, broker Forex et CFD, également Turbo. Euh, Est-ce qu'il y aura cette... par rapport à la France, et même à l'échelle internationale, il y avait pas mal la notion d'analyste et de personnalité en fait qui accompagnait et auprès desquels les clients se sentaient proches, familiers, très à l'écoute des besoins des traders pour justement proposer de l'analyse de grande qualité. Voilà, est-ce qu'il y aura ce type de process, de service qui sera proposé aux clients de Winex? Alors, à l'international, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Après, en France, Interactive Trading, c'est quand même, ils sont actionnaires et ils proposent déjà ce genre de service. Donc, il y aura sûrement un moyen de, voilà, d'intégrer tout ce qu'ils font eux déjà. Ils sont suivis par plus de 150 000 personnes, donc ils sont très, très compétents là-dessus. Et on va sûrement intégrer voilà, leurs services. Pour pouvoir donner accès à ce genre d'analyse, quoi. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir, bien entendu, ce que fait Interactive Trading. Très bien. En termes de timing, on a un Bitcoin qui était à 52 000 dollars. Où on en est d'après toi? Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Est-ce que tu as un pressentiment, une analyse, une vision sur ce que peut faire le marché crypto au cours des prochains mois, voire prochaines années? Alors écoute, je pense que toute la question, c'est est-ce qu'on va avoir le bull run, comment va être le bull run, quand va être le bull run, etc. Donc on a eu effectivement tout le monde anticipait à ce que ces acceptations des ETF Bitcoin aient un impact immédiat et déclenchent un bull run de manière instantanée. Ça n'a pas été le cas, bien entendu. Après, on est quand même sur un marché qui est en bonne santé, dans le sens où déjà, je pense qu'on est plus ou moins sorti du bear market et on commence à avoir un début de bull run. Après, je pense, ça c'est mon analyse, mais je risque enfin, je peux me tromper, hein, mais c'est vraiment ma vision des choses, c'est que les bull runs comme on les connaissait avant, je pense pas qu'ils vont revenir. Dans le sens où il y a tout qui monte en flèche, sans aucune logique. Encore une fois, on est en train de prendre le marché des cryptos. Il est en train de se normaliser, de se réadapter aux régulations. Et je pense que on va se retrouver petit à petit sur un marché crypto plus, entre guillemets, plus stable, plus logique, où des analyses techniques et fondamentales vont reprendre un peu leur place. Donc, du coup, moi, je m'attends à effectivement à un marché crypto. En tout cas, voilà, je suis optimiste sur le marché crypto. Donc, je pense que ça va aller en augmentant. Mais je pense que ces mouvements un peu irrationnels de fois 10 000 % ou fois 20 en 3 mois, je pense qu'on va plus les revoir. Ça, c'est mon avis. Je pense on va se retrouver dans un marché crypto beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus logique et qui va beaucoup mieux répondre à des vraies analyses fondamentales et techniques
pour tout ce qui est prédiction des prix, quoi. Dernière chose, à propos des altcoins, tu l'as dit tout à l'heure, il y a deux maintenant profils qui semblent se dessiner du côté crypto selon toi. Ceux qui vont faire du trading plutôt actif et donc a priori qui vont avoir besoin d'une certaine liquidité et qui vont prendre des positions à court terme, peut-être sur Bitcoin, Ethereum et on va dire le top 10, top 20 des plus grosses cryptos. Et d'un autre côté, tu as ceux qui recherchent des pépites, des nouveaux projets qui vont exploser, aller chercher du x10, x100 en le gardant quelques semaines, quelques mois. Tout ce marché des altcoins, est-ce qu'il a sa place? Est-ce qu'il va perdurer? Ou au contraire, on va avoir un marché qui va se centraliser sur 50 gros projets? Voilà, comment tu vois les choses de ce côté-là? Non, non, je pense que l'avantage quand même de la technologie de la blockchain, c'est de pouvoir permettre à tous ces différentes catégories de projets de naître. Et ça, je pense qu'on n'enlèvera jamais. C'est vraiment une technologie innovante et qui va révolutionner le monde, notamment aussi dans la partie tokenisation des actifs réels. Mais effectivement, après, dans les altcoins, il y a différents, enfin, dans cette recherche à la pépite, il y a différentes méthodes et il y a différents types de coins. Vous avez effectivement, moi, qui provient de la finance traditionnelle, des coins que je n'arrive absolument pas à comprendre, des grenouilles, des frogs, des petits chiens, et quand on lit le projet derrière, il n'y a rien, et pourtant, des gens achètent. Ça, honnêtement, tant qu'il y aura des gens qui vont être, voilà, qui vont acheter, bah, ça va plus ou moins exister. Mais pour moi, ça, les coins qui sont juste là pour exister, sont réellement de valeur ajoutée, qui n'ont rien de réel derrière vont être amenés, à mon avis, à diminuer, voire disparaître dans le temps. Quelle est l'échelle de temps? Je ne sais pas. 5 ans, 10 ans, j'ai aucune idée. Après, dans cette recherche à la crypto, entre guillemets, pépite, il y a quand même aussi des projets, bah, un peu comme au final Winex. Alors, je ne dis pas que c'est une pépite parce que je ne promets absolument rien, mais des projets naissants où on peut aller voir, étudier, voir le profil de l'équipe, quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, est-ce qu'il y a un réel produit derrière, et ça peut devenir effectivement une pépite. Mais les pépites en 24 heures, non, moi, j'y crois absolument pas. Il y a aussi un autre aspect, mais ça, on pourra en reparler une autre fois, c'est que dans tout ce qui est ICO, donc listing de nouveaux tokens, il y a un monde opaque, ok, auquel j'ai accès parce que j'ai accès à pas mal de réseaux de niveau du market maker, etc., où les manipulations de marché et cette idée de promesse de revenus fois 100 fois 1000 est hallucinante. C'est-à-dire que on va avoir des market makers qui vont manipuler des prix, qui vont lister des tokens en faisant du pump and dump sur la première demi-heure, qui vont faire exprès de faire monter le token. Les clients achètent. Derrière, c'est le market maker qui revend. Les clients se retrouvent complètement rincés. Et ensuite, il y a des intermédiaires, sans vouloir voilà, rentrer dedans, mais il y a des intermédiaires slash influenceurs qui, derrière, font partie, entre guillemets, voilà, un peu de cette manipulation, malheureusement, à envoyer leur audience à la casse, et derrière, eux, ils ont d'autres intérêts. Donc, ça aussi, ça existe, c'est réel, mais réellement. Et je l'ai vu hein, sur différents projets et enfin, du côté coulisses. Et ça, je pense que petit à petit, ça va arriver au monde, aux oreilles en tout cas du monde retail. Et ils vont petit à petit découvrir ce qui se passe. Et je pense qu'on va de moins en moins assister à ce genre de choses. Les market makers vont devoir un peu se remettre dans les rangs. Je pense qu'il y a aussi des market makers qui vont disparaître parce qu'il y a des market makers qui ont été créés juste pour ça. Alors, je ne vois pas ce qu'ils feraient après, en sachant qu'il y a maintenant beaucoup de market makers du monde traditionnel qui ont des vraies techniques de gestion et de gestion de liquidité et de la manière dont ils formulent les prix, qui eux font les choses de manière très sérieuse. Donc voilà, il y a un peu cet aspect, on parlait du tournant au début de la vidéo, cet aspect de voilà, maintenant il y a des vrais acteurs avec énormément d'expérience et très sérieux qui vont commencer à rentrer dans le monde de la crypto. Et je pense que voilà, ça va un peu nettoyer et assainir, on va dire, plutôt que nettoyer, assainir voilà, tout ce monde-là. Merci Ilyes. On a abordé pas mal de sujets. Je pense qu'on en sait plus sur ta vision à titre personnel de ce qui se passe et de ce qu'il va se passer sur le marché crypto, sur votre initiative, votre projet qui se concrétise, Winex, au fil des prochains mois. Notre audience peut découvrir ce qui se passe sur vos réseaux sociaux. Vous commencez à être de plus en plus actifs. Tu t'adresses également régulièrement aux gros médias spécialisés, pour citer Finance Magnet, Leaprate et d'autres. Donc voilà, ceux qui veulent rentrer un peu dans le côté technique
euh, voilà, qualifier un peu les propos et rentrer dans creuser quelques points qui ont été survolés aujourd'hui, ça peut vous intéresser. Bah, sinon, j'imagine qu'on vous suit sur le site internet de Winex. Quels sont les moyens les plus efficaces pour se tenir informé de votre évolution, voire participer au projet d'après toi, Ilyes? Alors, ce que je pense, alors pour ça, enfin, je pense que le top, ce serait de s'inscrire déjà à la newsletter sur winex.com. Ensuite, pour ceux qui aimeraient potentiellement participer ou en tout cas être informés en avant-première de la prochaine vente du token, il faudrait aller s'inscrire sur ico.winex.com. Et puis, bien entendu, nous suivre sur nos réseaux, Twitter. Et alors, à titre d'information, on a déjà un service client en place, alors pas encore téléphonique, mais au moins sur le chat. Et ce ne sont pas des bots, ce sont des vraies personnes qui sont derrière. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions sur le projet, ils peuvent aller sur notre site, ils vont voir qu'il y a un bouton de chat qui apparaît directement et puis ils peuvent poser leurs questions. Je te remercie. À bientôt. Merci Fabien.